Et je suis né en 1925. Je devais naître en Italie et puis j'ai commencé à jouer de l'accordéon parce que dans le nord où je suis né, il y a beaucoup de musiciens et beaucoup d'accordéonistes, beaucoup. L'accordéon là-haut, c'est l'instrument roi dans le nord. C'est le pays des mines. Je suis né à Dechy, à côté de Douai, et là, tous les dimanches, les samedis et tous les jours d'occasion sont bons pour faire de la musique et de l'accordéon. Mes parents sont du Nord, ils sont arrivés directement à Colombes. Mes frères, qui étaient beaucoup plus vieux que moi, jouaient tous les jours dans les brasseries à Paris. Et puis moi, petit à petit, je m'y suis mis. Et dans les cinémas parisiens, selon le quartier, je pouvais choisir le genre de morceaux que je pouvais exécuter. Alors, des fois, je jouais l'ouverture de Cavalerie légère, qui est très difficile, c'est un morceau de classique. Et je voyais, d'après les applaudissements, si je pouvais jouer encore du classique, parce que c'était minuté, les entr'actes. Quand je voyais qu'il y avait des bons applaudissements, je faisais un autre classique plus court, tel que la Zardasse de Monti, par exemple. Mais dans d'autres cinémas de quartier, des gens me criaient « Perle de cristal, perle de cristal ». Alors je jouais Perle de cristal. Dans d'autres quartiers, ils me disaient, les gens, les triolets, les triolets. Alors je jouais les triolets. Avant, c'était un cinéma, c'était un magnifique cinéma, un très très beau cinéma, qui s'appelait le Colombe Palace. Maintenant, on en a fait un Uniprix. C'est dommage. Et j'ai joué dans ce cinéma, et je jouais selon la population qu'il y avait. Ah oui, pendant la guerre, il y avait les bals clandestins. Alors on était appelés, nous les musiciens, dans des salles. On était appelés pour jouer, parce que les gens avaient besoin de danser, ils avaient envie de danser. Ils ne pouvaient plus attendre. C'était trop long la guerre. Alors on faisait des bals clandestins et il y avait toujours un gars qui surveillait dehors pour savoir s'il n'y avait pas, je ne me rappelle plus comment on les appelait, ceux qui passaient dans les rues pour faire éteindre les lumières, les éclairages à cause des alertes. Et alors ils nous prévenaient quand il y avait une équipe qui passait qu'il fallait s'arrêter de jouer. Alors le Cadran, c'est une salle qui a été célèbre pendant un moment, tout vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi et soir, il y avait bal. Et là, il y avait un succès fou cet établissement. Toutes les semaines, il y avait un orchestre différent. Bon, petit à petit, il a été détrôné par les Azous, par les jeunes qui aimaient le swing. Après, on ne voulait plus entendre parler de l'accordéon, ni encore moins du bandoneon, parce que c'était ringard. Ça a duré une bonne dizaine d'années, ça. Et il n'y a aucun bandoneon, aucune copie de bandoneon qui égale celui d'Alfred Arnold. Il n'y a qu'un musicien qui peut le savoir, ça, qui peut s'en rendre compte à l'oreille. C'est un son velouté, profond, nasillard un peu, et c'est ce qui plaît beaucoup aux danseurs de tango, par exemple en Argentine. Quand ils ont découvert le bandoneon dans les années 1880-1890,
Ils se sont dit maintenant les tangos, on les chantera, on les fera chanter, c'est d'accord, il y aura toujours des violos, mais maintenant les harmonicas et tout ça, c'est terminé, ça sera le bandoneon. Là, il est arrivé au top, l'accordéon, au top de la perfection. Mais les tangos que je joue, là, celui-là, ils sont vieux déjà, hein, mais ils restent tellement classiques que ça ne bougera pas, ça ne peut pas évoluer. On est arrivé au top. Curieusement, en tant que musicien, voilà, ayant fait des études de musique, tout ça, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'est pourquoi on pouvait s'intéresser, moi, pourquoi ça m'intéressait autant d'écouter autre chose que des notes. Pourquoi les sons me parlaient, pourquoi j'étais attiré par ça, pourquoi... Et ça depuis petit, puis de plus en plus. Et c'est en écoutant ma fille écouter. Quand ma fille est née, je n'avais rien prémédité, évidemment ça m'intéressait, mais j'ai écouté beaucoup ma fille écouter. Et grâce à elle, j'ai entendu des choses que je n'entendais plus. Parce qu'elle était, elle, curieuse de tous les sons qui l'entouraient. Et je me suis aperçu qu'elle avait... oui, une curiosité permanente. Elle avait besoin de savoir, évidemment, qu'est-ce que c'était, d'identifier les choses. Mais elle recevait énormément de choses que moi, je ne recevais plus. Parce que, à partir du moment où j'avais identifié que c'était le voisin qui marchait au-dessus, que c'était les robinets qui fuient, que c'était la voiture qui passe, voilà, a priori, ça ne m'intéresse plus. Alors que déjà, moi, je suis quelqu'un qui est obsédé par tout ce qui s'entend, soi-disant. Mais grâce à elle, j'ai réentendu des tas de choses. Et puis, évidemment, je n'ai pas pu ne pas me poser la question de ce que je lui transmettais en culture musicale. Et donc, en plus, évidemment, on nous a offert, comme on offre à tous les parents, à tous les enfants, des recueils de comptines, de berceuses, tout ça, dont la plupart, j'avais oublié les paroles, j'en connaissais quelques-unes. C'est le son de l'enfance qui remonte, c'est magnifique. C'est superbe. Et c'est là que je me suis aperçu de deux choses. Que les comptines, les berceuses étaient évidemment toujours des mélodies très simples, soi-disant très faciles à chanter, etc. Qu'elles étaient sur des échelles diatoniques qui étaient étrangement, dans 80% des cas, la même échelle de son qu'on trouve sur un clairon, et qu'elles étaient souvent d'inspiration militaire. Et il ne faut pas oublier que la musique populaire, c'était soit des chants folkloriques, soit une culture plus commune que le folklore qui est un peu local, c'est la musique militaire. Comme par hasard, la première manifestation du monde extérieur qu'on perçoit même avant de naître, c'est du son. Le son passe à travers le ventre de la mère. Alors,
Ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis, bon, si on travaille sur cette matière sonore-là, en oubliant les notes, ça pourrait expliquer et ça permet de faire de la musique autrement à partir de choses qui ont l'air comme ça, peut-être chaotiques, beaucoup moins organisées, mais beaucoup plus organiques que des notes de musique. Moi-même, je ne sais pas très bien expliquer, mais en faisant entendre ce qu'on qualifie le plus souvent de bruit, donc par exemple dans l'instrument monument, le son des objets eux-mêmes, je cherche à les donner à entendre. Il y a une bonne partie du public, il y a des émotions que moi-même je ne m'explique pas, que le public non plus ne s'explique pas. Mais c'est peut-être de cet ordre-là. On retrouve des sensations peut-être d'enfance, de jouir. On voit bien les enfants quand ils jouent, ils font beaucoup de bruit, enfin, ils s'amusent à faire rendre un son à un jouet, à un objet. Quand ils sortent dans un hall, quand ils se retrouvent dans un hall, ils crient pour jouir de l'acoustique du hall, parce qu'il y a de la réverbération. Ça ne sonne pas pareil que dans la chambre. Ça, ça c'est du pur plaisir sonore. Ça, on ne peut pas dire que c'est des notes. Hein. C'est une autre dimension dans le son que la note. Ça, on va pas pouvoir le faire en concert, on est d'accord? Oui, si. J'ai tapé. Parfait. 3, 4. Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans et demi. Mes parents habitaient dans le quartier des Fossés-Jean et à l'époque, les cours étaient décentralisés. Donc moi, j'ai commencé le solfège, ce qui ne s'appelait pas encore la formation musicale, en septembre 1976 dans le quartier Orgemont. Je suis enseignante maintenant au conservatoire. Donc mes anciens profs sont devenus mes collègues. C'est un peu rigolo de passer de l'autre côté de la barrière comme ça. Au début de ma carrière d'enseignante, quand j'avais 20 ans à peu près, j'étais responsable des groupes un peu à problème, notamment les groupes des adolescents qui n'ont pas forcément une grosse motivation pour venir en cours de formation musicale, parce que ça leur prend 2 heures de leur temps précieux et que c'est pas forcément une grande passion. Donc moi je m'efforçais de partir de leur goût et de leur passion, en tout cas de leurs intérêts musicaux, pour pouvoir les emmener vers autre chose. On peut écouter Gainsbourg et reconnaître un thème de Rachmaninoff, et pourquoi pas après écouter Rachmaninoff. Donc ouvrir sur un territoire qu'ils ne connaissent pas forcément, et puis écouter de la musique extra-européenne, écouter de la musique orale qui n'est pas forcément écrite, et pour leur ouvrir les oreilles et leur permettre après de faire des ponts avec la musique plus savante, entre guillemets. C'est un lieu qui est neuf et qui a su justement s'adapter aux nouvelles exigences et musicales et aussi sur d'autres disciplines. On essaie de faire entrer le plus de gens possible. On a fait un appel à projet en septembre dernier pour réaliser un conte musical. Donc l'intérêt de ce projet était de faire rencontrer 2 univers différents. Une école primaire avec des élèves qui n'auraient pas forcément accès au conservatoire. D'ailleurs, aucun élève de cette classe n'était élève ici. Et les musiciens donc, du conservatoire étaient responsables de la partie musicale et devaient réaliser la partition. Papa, tu pleures? Non, j'ai les yeux qui piquent, juste les yeux qui piquent. La belle, tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Luna, quand elle est mon école, elle s'appelle tu rigoles. Et il s'est passé quelque chose d'extra, ça a très très bien marché, les enfants
étaient très concentrés, galvanisés par ce projet, dans une dynamique extraordinaire. Ils ont fait 2 productions publiques exceptionnelles avec un succès énorme et certains d'entre eux vont aller vers la musique. Donc ça, c'est gagné. Le second projet était adressé à un groupe de slammeurs. Puis un beau matin, il rencontre un piano. Ce piano s'appelait Léa. Léa créa des mélodies issues d'un autre monde, et Nabil passait entre 2 mondes appréciables. Mais ce n'était toujours pas ça, alors ils continuèrent à chercher. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Sipana. Quand on m'a dit de participer à un atelier au conservatoire de musique, je me suis dit waouh, c'est la première fois qu'on propose ça. Bon, moi j'étais joyeux, j'étais flatté, j'étais tout ému. C'était quelque chose de différent, de surprenant surtout. Marier le slam avec la musique classique, ça s'entend pas toujours, donc oui, j'ai sauté sur l'occasion et on a tous fait pareil, quoi. Et ça nous a plu tout de suite. En fait, je suis au conservatoire de Colombes, donc je les connaissais pas avant et nous pareil, on nous a proposé l'atelier rencontre slam et musique classique. Donc moi je pensais que ça peut être intéressant, donc je me suis inscrite comme beaucoup d'autres élèves d'ailleurs et voilà, ça a commencé. C'est avec mon manque d'inspiration que je me présente devant vous. Je suis debout avec un texte sans intention qui ne vaut pas un son. Je suis là pour une mélodie ou un son qui me fera quitter la terre. Je suis là pour un piano, un violon et une ambiance particulière. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça que j'ai tant recherché et qui me pousse à écrire. Ces accords qui me faisaient slammer et qui m'a fait ressentir. À la fin de l'atelier même, tout le monde se regroupait et on exposait ce qu'on avait fait dans différents ateliers et ça donnait un ensemble et tout. Donc ça c'était bien. C'était vachement bien. C'est d'ailleurs ce qu'on reprochait, c'est que le cours entre guillemets il durait normalement 2 heures. Je crois. Et comme on passait pratiquement toutes les 2 heures dans nos petits groupes, dans notre petite salle à travailler, c'est vrai que le moment où on se retrouvait tous à montrer ce qu'on avait fait, c'était vraiment sympa. Et en fait, je crois qu'il n'y a aucune séance où on a fini à l'heure parce qu'on voulait trop rester à chaque fois, tous autour du piano en train de jouer et tout. C'était vraiment sympa. Ouais. Et à propos, justement, à la fin de chaque atelier, il y avait toujours un sorte de... Comment on dit, un sorte de bœuf, comme on dit dans le registre musical. Tout le monde se mettait autour du piano, une pianiste arrivait, improvisait et on lançait un truc. Ça pouvait être un truc... comment dire, jazz, disco, tout ce qu'on voulait, quoi. Et c'était vraiment sympa ça. Mon voyage s'étale comme la brume. Mon voyage s'étale comme la brume. Des traversées aussi légères que ma plume. Pour un instant, mon cœur est sorti de sa bulle. Il a déserté des histoires à vous couper le souffle. C'est vrai qu'un atelier comme ça, ça devait être la première fois qu'il y en avait un conservatoire. Et puis, en plus, le fait qu'on ait l'auditorium à chaque cours, ce qui est pas toujours le cas dans les ateliers, ça crée quelque chose aussi parce qu'on avait une scène, on avait un beau piano à queue et forcément ça a entraîné le truc aussi, quoi. En fait, ça ouvre de nouveaux horizons au niveau culturel, c'est bien. C'est bien. C'est pas simplement le fait de rentrer, c'est vraiment le fait de pouvoir faire des choses là-dedans, quoi. Puise dans les mots toutes les métaphores, sortir les images d'une couleur pigmentée par la couleur de nos peaux. Par la couleur de nos peaux. Et je vous crie, n'ayez pas peur des différences. Nos âmes se sont rencontrées.
nos âmes se sont rencontrées. En fait, on voit depuis toujours que la musique, ça va. Il y a des vagues de création et des vagues de trous. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans un trou. Il n'y a pas de nouveaux styles de musique qui apparaissent. Il y a eu beaucoup de mariages entre, par exemple, le rock et le hip-hop, entre le jazz et le hip-hop. Il y a vraiment eu une évolution, quoi. Et ici, il y a très peu d'initiatives à ce niveau-là. Et dès qu'on essaie d'associer deux univers différents, ben il y a comme un choc, en fait. C'est bloqué. On a exploité beaucoup de possibilités aussi déjà, que ce soit dans la musique contemporaine ou dans les nouveaux styles de musique populaire. Et donc je pense que peut-être pour renouveler ou créer quelque chose de nouveau dans la musique, ce serait bien de réussir à puiser dans toutes les sources de musique qu'on a et essayer de tout rapprocher. Bon, on espère qu'il y aura de nouvelles créations. J'espère qu'on en fera partie. Pourquoi pas. Il faut se servir de ces influences-là et de cette nouvelle culture, cette nouvelle façon d'écrire, cette nouvelle façon de parler, et puis des nouvelles musiques pour justement essayer de trouver des ponts et que le conservatoire et l'enseignement ici soient en direction de ce qui se passe à l'extérieur et qu'on puisse s'apporter mutuellement des choses. Il faut absolument qu'on puisse être attentif à ce qui se passe autour de nous et être attentif au monde dans lequel on vit pour justement ouvrir vers des nouvelles musiques et explorer des nouveaux territoires. Sur une structure de la ville de Colombes qui s'appelle l'Espace Ado et on va vous faire visiter la salle de répétition qui va être utilisée pour le groupe de Batucada. Donc suivez-nous. Vous la découvrez en même temps, non? Presque, oui, on est déjà passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme travail de faire ici? Il y a un travail, c'est une salle en fait qui est insonorisée, donc qui va pouvoir être utilisée pour les différents ateliers, percussions, danse. Et ça va nous servir, nous, essentiellement de lieu principal pour les répétitions de tous les groupes. Donc on a commencé petitement déjà avec quelques jeunes qui étaient un peu poussés par les animateurs, du moins on essayait de bien les motiver à venir sur l'activité, c'était nouveau et que ça ne correspondait pas forcément à ce qu'ils ont l'habitude de faire ou à des choses qu'ils connaissent. Puis petit à petit, d'année en année, le fait de voir les générations précédentes qui arrivaient à faire des choses sympas, faire des spectacles valorisants, d'année en année, ça a ramené du monde qui s'est plus investi, puis qui avait envie de rattraper le niveau des précédents. Donc petit à petit, là, sur 3-4 ans, on est arrivé à quelque chose de sympa, d'honorable, et qui n'a rien à envier, je pense, à des groupes d'adultes. De manière générale, ce n'est pas des enfants qui arrivent du conservatoire. Et donc le but, c'était d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à de la musique rapidement, même disons sur les 10 premières minutes, pour les accrocher un petit peu et pour pouvoir être un petit peu plus exigeant avec le temps sur l'investissement qu'on leur demandait. Avec Yves, on rigole avec lui, c'est notre animateur, mais quand on rentre dans son cours, c'est sérieux et on est sérieux du début à la fin.
base, on apprend d'abord les pas. Il y a un pas de base, c'est toujours pied droit, pied gauche pour le temps. Ensuite, on apprend les gestes, les mouvements avec les battes. Et puis après, on est sur les morceaux, les rythmes. Il y a le A par exemple, il y a le C, il y a plusieurs rythmes différents. Et puis on avance en fonction des... si on est plus sur un rythme, et après on enchaîne sur le deuxième. On s'est rendu sur 2 gros festivals, donc un à Marciac, Jazz in Marciac, donc un festival de renommée internationale de jazz. Et ça a aussi permis aux jeunes d'assister à des concerts de jazz, de la musique qu'ils n'écoutent pas forcément et qu'ils n'auraient pas eu accès autre part que sur le festival, je pense. Et le deuxième gros festival, ça a été un festival Danse et Musique du Monde, où là, ils ont rencontré différents groupes qui venaient du monde entier, des 5 continents. Il y en a qui venaient du Brésil, du Venezuela, de la Chine, il y en avait un peu de partout. Et ils ne parlaient pas forcément français, mais bon, on était aussi avec eux sur les coulisses dans leur spectacle. Voilà. À la fin d'un grand spectacle, où il y avait le pays du Bénin, la Nouvelle-Zélande et d'autres, le Portugal, je pense, ou l'Espagne. Et donc nous sommes allés sur scène avec eux et nous avons fait la fête avec eux, nous sommes allés en coulisses avec eux. Et c'était vraiment un moment de joie inoubliable. Sur Jazz in Marciac, à un moment on a joué devant 4000 personnes. De voir que 4000 personnes étaient à fond dedans et que ça marchait super bien, je pense que c'était super valorisant. C'était super valorisant pour nous aussi, mais ce qui nous a plu, c'est de voir que eux, ils arrivaient, ils voyaient que ce qu'ils avaient fait, ça n'épatait pas que leurs potes ou leurs parents, mais que ça pouvait plaire au plus grand nombre. L'intérêt de proposer une activité comme ça, c'est aussi de proposer une alternative au conservatoire, où l'approche est différente. Justement, je pense qu'au conservatoire, on demande beaucoup d'investissement, d'abord technique, pour un plaisir futur, en disant que si tu travailles bien pendant 5 ans, ton piano, tu arriveras à faire de la musique dans 5 ans. Et là, le but, c'était vraiment d'arriver à les accrocher, parce que c'est des jeunes, s'ils ne trouvent pas du plaisir tout de suite, qui n'auraient pas forcément eu l'envie de s'investir dans du travail pour arriver à quelque chose de correct plus tard. Le défaut que peuvent avoir beaucoup de musiciens classiques, c'est un défaut et je pense qu'ils ont plein de qualités aussi, mais c'est d'arriver à ne pas arriver à trouver cette énergie qu'il y a dans la musique. Et je pense que la batucada, finalement on développe peut-être moins de virtuosité, on peut jouer des choses très simples et on joue des instruments aussi, des instruments qui ne sont pas aussi peut-être riches au niveau de la mélodie que peuvent l'être les instruments de musique classique. Mais finalement on se penche vraiment sur ce côté-là, l'énergie qu'il y a à faire passer, et ça c'est quelque chose qui touche particulièrement les gens quand ils sont en face. Donc on a un public qui est super réactif, qui fonctionne super bien. J'ai eu une expérience qui m'a beaucoup frappé en Afrique du Nord, au Maroc, avec des Gnawa et des Arwaches. À l'époque, donc, je sortais du conservatoire, de la classe de percussion, tout ça. J'étais censé pouvoir transcrire n'importe quelle musique sur du papier, comprendre comment marchaient les rythmes et pouvoir les rejouer. Et la première fois que j'ai entendu ces troupes qui étaient des troupes folkloriques, qui n'étaient pas des gens célèbres, tout sauf ça. Non seulement ils n'étaient pas célèbres, mais quand ils jouaient quelque part, il y avait des gens du public local qui pouvaient se joindre à eux, jouer. Et moi, j'en étais absolument incapable. Je ne comprenais même pas où commençait cette musique. Que toutes les règles que moi j'avais apprises, tous les outils de compréhension de la musique que j'avais acquis au conservatoire ou ailleurs ne fonctionnaient absolument pas. Ça ne marchait pas, il n'y avait rien à en faire, ça ne me servait à rien. Donc j'ai essayé de jouer avec eux. Alors j'avais sûrement un peu de dextérité si on veut, mais il n'empêche que la musique, j'arrivais pas à la jouer.
Ça a mis très longtemps. Alors ils étaient très patients avec moi, eux ils continuaient à jouer, moi j'essayais de rentrer dedans, de tenir un rôle, un des rouages de cette musique-là, et ils me disaient non, c'est pas ça, c'est pas bon. Ah, c'était très vexant. Alors j'essayais quand même, jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit oui, là c'est ça. Et moi-même j'avais pas bien compris ce que j'avais fait de si différent. Mais petit à petit, j'ai fini par comprendre, approcher. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un apprentissage par initiation. Ça, c'est un chemin initiatique. C'est pas une méthode. Il n'y a pas de méthode. On essaye jusqu'à ce qu'on y arrive. Et mine de rien, on arrive à quelque chose. On progresse. Enfin, c'est pas du tout la même approche. À l'époque, c'était interdit de passer du rail à la radio. Parce qu'ils disaient que c'est vulgaire, c'est une musique de campagne, c'est une musique de cabaret, une musique... Donc c'était interdit de la passer à la radio. Ben, nous, la première fois, on a passé le groupe Raina Rai avec une chanson. C'était une chanson qui chantait sur le premier martyr algérien. Il s'appelait Zabana. Le premier martyr algérien s'appelait Zabana. Et donc, passer une chanson sur un martyr, déjà, donc ils ne peuvent pas dire non. Et comme il n'y a pas eu de réaction, on a fait rentrer d'autres morceaux de rail, et puis les gens ont aimé, et les censeurs n'ont rien dit. Et c'est parti. J'ai une version américaine de cette émission. Pourquoi? Une version américaine, c'est bizarre parce que je l'ai présenté à un festival international des radios de New York. Et donc j'ai été qualifié parmi les finalistes. Et donc j'ai été à New York et tout. Hein. Et oui. Juin 87. Hailing from Belabed in western Algeria, the son of Raina Rai. A widely acclaimed band with a major hit called Zina. Contact. Avant que j'aille à New York, on nous avait proposé de faire une émission de télé, donc ça s'appelait, on l'avait appelé Raina Hak. Ça veut dire c'est ça, nous c'est ça. C'est-à-dire nous, on n'est pas comme vous, nous c'est ça. Nous, voilà, c'est clair. Il n'y avait pas uniquement que de la musique, on passait pas que de la musique, c'était pas uniquement Hit Parade. Le Hit Parade c'était juste une rubrique de l'émission qui s'appelait donc Local Rock. Inspecteur Mergo. Ah, c'est quand je marchais. Voilà, je jouais le rôle de l'inspecteur Mergo. Voilà. Un personnage farfelu, un genre d'inspecteur, mais c'était le roi des évidences. Donc ça, c'est le premier clip de rail algérien, qui est passé à la télé algérienne. Ça s'appelait Zina. La chanson s'appelle Zina, la belle. Donc le premier passage du rail à la télévision, c'est ça. Voilà. Et sur la télévision algérienne, on n'avait pas l'habitude d'entendre, de voir des clips. Jamais, c'est la première fois où le rail passe à la télé. C'est là. C'est dans cette émission.
Donc après, on a commencé à faire Bled Music, qui est en fait un hit parade, parce qu'il n'existait pas de hit parade. Et c'était en plein période où il y avait eu, c'était après, pleine période du multipartisme, et donc il y avait le fils qui était né, et qui commençait à dire aux gens, attendez, il y a plein de choses qui ne vont pas là. Il faudrait que vous commenciez à vous régler un peu. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé ton... J'ai rien changé. Au contraire, j'ai rien à foutre d'eux. Moi, ces gens-là, ils viennent, ils débarquent du je ne sais où, qui vient, ils te disent du jour au lendemain, voilà ce que tu dois faire. Non, mais en plus, au nom de l'islam. Mais t'es fou, quoi. C'est toi qui vas me montrer l'islam. Moi, c'est pas comme ça, l'islam. L'islam, c'est pas comme ça. Je ne l'ai jamais dit. Ma mère, mes parents sont musulmans, ils écoutent la musique normale, hein, il n'y a pas de... Toi, tu viens, tu veux m'interdire tout, tu vas m'interdire là, tu m'interdis ça. Donc on a reçu de menaces à cette époque, mais ça a commencé les attentats, ils ont commencé à cibler les gens, ils ont commencé à tuer des intellectuels, des gens vraiment bien, quoi, les médecins, des professeurs, ils ont commencé à les assassiner. Je dis, attends, je ne vais pas faire un hit parade. Moi, déjà, je trouve que c'est indécent de faire un hit parade, un truc où tu danses, là, un truc qui danse. Je dis, non, je ne peux pas faire ça. Mais comme je sais faire beaucoup de trucs sur la musique, je vais essayer d'utiliser la musique comme tremplin pour parler, à travers la musique, parler de ce qui se passe, un peu responsabiliser, même utiliser l'artiste pour dénoncer la violence. Voilà. En fait, moi, le jour du 14 février, je suis sorti le matin pour aller au boulot, faire cette émission, faire mon montage, quoi. Je suis dans la rue, bon, j'essaie de trouver, j'ai pas de voiture, donc chez nous, il n'y a pas de stars. Hein. On n'a pas les grosses bagnoles, on n'a pas les stars, il n'y a rien. Hein. Tout le monde est à la même enseigne. Même si tu es une star à la télé, tu es dehors avec tout le monde, quoi. Y a pas de... Donc j'attends un taxi, et c'est là qu'il y a un mec qui vient, un jeune, qui vient, il me dit, je vois un jeune bien habillé normalement, quoi, il vient. Il avait un classeur, voilà, il avait un classeur comme ça. Il vient me dire bonjour, je dis oui, bonjour, il me dit, c'est toi, Aziz Mouati. Je lui dis, ouais, c'est moi. Bon, tu sais, je suis habitué, les gens te posent des questions. Tu t'attends ouais, c'est ton émission, pourquoi tu fais pas ça? Je dis ouais. Et dès que je lui dis oui, il avait un flingue là et il sort son flingue et en face, là, il va tirer dessus 4 balles. Et il s'est sauvé. Et donc je suis resté un peu à l'hôpital, on m'a sauvé, et après on m'a envoyé en France pour me soigner. Mais c'était trop tard. Donc je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Et donc quand je suis ici, en étant en France, on a essayé à travers les artistes d'organiser des spectacles, des trucs, mais toujours par rapport au drame que vivait notre pays, quoi. Et le rap a vraiment démarré parce qu'ils avaient à dire des choses. C'est à dénoncer, vraiment. C'était très dur ce qu'ils disaient. Hein. Et donc, je pense que la musique, elle s'adapte un peu par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe. Et elle est toujours, elle continuera d'évoluer, quelle que soit la forme. Il y aura toujours des formes, mais
Mais je pense qu'elle continuera. Il y aura toujours des musiques pour dénoncer des choses. Moi, je suis pour les musiques qui servent à quelque chose, qui dénoncent quelque chose. Et, Si on me donnait le choix de savoir quel serait le plus bel endroit pour entendre de la musique, pour en faire ou pour l'entendre, vraiment je serais incapable de répondre. Et je serais juste capable de répondre que c'est certainement pas une salle de concert. Vraiment, les émotions musicales, les moments musicaux les plus magiques de ma vie, c'était toujours par hasard et j'allais dire par inadvertance. Parce que je ne m'y attendais pas et que je pouvais m'abandonner complètement. Et maintenant, chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye au minimum de détourner l'attention. Donc de mettre l'auditeur surtout pas dans une position de tu vas voir ce que tu vas voir ou on va entendre ce que tu vas entendre. C'est génial, ça fait des mois ou des semaines ou des années que je te mitonne une musique. Et si je pars comme ça, à mon avis, c'est foutu. Donc j'essaie toujours de détourner l'attention. Alors ça passe par des dispositifs très compliqués, de mise en scène, de subterfuge, d'illusionnistes, hein, comme font les illusionnistes. Regardez par ici, et pendant ce temps, je sors un truc de mon chapeau, enfin voilà. Il a fallu comprendre